Hello, mes légendes, j'espère que vous allez super bien. Nous continuons notre débriefing du livre de Mongo Betty, Ville cruelle. Et dans le chapitre 100, ce que nous avons relevé ici, c'est naturellement la différence entre la droiture et la sagesse, véritablement. Parce que Banda est une personne très droite et cela a suscité beaucoup de questionnements et nous avons essayé de réfléchir. Est-ce que dans ce monde capitaliste, il faut être droit ou alors il faut être sage? Mais les gens, dites-moi en commentaire, entre la droiture et la sagesse, qu'est-ce qui vous parle le plus? Qu'est-ce qu'on a besoin pour sortir de ces situations difficiles? Parce que vous le savez forcément, la droiture, c'est quand on dit que quelqu'un est droit, c'est quelqu'un qui applique des principes. C'est quelqu'un qui applique des principes, qui est discipliné. Mais maintenant, quand on dit que quelqu'un est sage, c'est quelqu'un qui s'adapte. C'est quelqu'un qui prend des bonnes décisions, qui essaye de contourner. En fait, lorsqu'on parle de la droiture ici, c'est quelqu'un qui applique les principes et la sagesse, c'est quelqu'un qui comprend l'esprit des principes et manage et joue avec. Vous voyez qu'une personne sage va réfléchir avant d'agir. Une personne sage doit essayer de voir autour, de juger, d'analyser, de comprendre, de se questionner. Or, une personne droite ne se questionne pas. Si le principe a dit tu ne bouges pas, la personne ne bouge pas. Si le principe a dit tu ne fais pas tel, la personne ne le fait pas. Sans réfléchir, la personne est droit en fonction des principes. Or, la sagesse voudrait que les circonstances peuvent changer. Les personnes peuvent changer. La situation peut changer. Donc, la personne sage utilise beaucoup la connaissance, son intellect, l'expérience des autres personnes pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Vous voyez ici, donc, le texte essaie de nous faire comprendre qu'il y a une grande différence entre la droiture et la sagesse. Autre point également qui a attiré notre attention dans ce chapitre 100, c'est l'exil. Arriver dans un pays vivant pendant 10 ans, à un moment donné, il faut rentrer. Généralement, on a plusieurs personnes qui refusent de rentrer. On a plusieurs personnes qui ont peur de rentrer. Pourquoi? Parce que forcément, dans leur pays adoptif, euh, je pense, et je peux me tromper, qu'elles n'ont pas assez de ressources. Ou alors, parfois, elles ont perdu leur repère. Vous voyez des personnes qui sont en exil depuis 20 ans, 30 ans. Je ne sais pas si ces personnes ont gardé les mêmes amitiés au pays, ces personnes ont gardé les mêmes relations au pays. Vous voyez que 30 ans, 40 ans dans un autre pays qui n'est pas notre pays, on s'est fait de nouvelles relations, on s'est fait une nouvelle vie, on s'est fait une nouvelle compagnie. Alors à un moment donné, pensez rentrer au pays. Si véritablement on n'a pas investi au pays, ça serait difficile. Pourquoi donc cette personne va rentrer au pays après tant d'années à l'étranger? Si depuis son départ, les conditions de vie dans ce pays sont restées les mêmes. S'il n'y a pas eu d'amélioration, s'il n'y a pas eu de développement, s'il n'y a pas eu d'industrialisation, c'est difficile. C'est pour ça que généralement, la plupart des personnes partent, ils ont du mal à rentrer. Sauf véritablement si c'est quelque chose qui a de la valeur qui leur ramène au pays. Ou alors, le second choix, c'est si ces personnes ont des investissements au pays, si ces personnes ont l'amour pour le pays, elles peuvent décider de rentrer avec ce qu'elles ont gagné à l'extérieur, bâtir une fortune au Cameroun, bâtir une fortune dans leur pays natal. Mais en réalité, c'est difficile. Il y a toujours la peur du retour au pays. Et je profite ici pour faire un clin d'œil à Philippe Simo, qui organise les Back to Africa. C'est un moment, c'est une conférence où il invite des panélistes qui pourront donner des leviers à toutes ces personnes de la diaspora, les leviers sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour retourner au pays. Parce qu'en réalité, c'est leur pays. Personne ne viendra développer notre pays en dehors de nous-mêmes. Ceux qui viennent pour vouloir, les étrangers qui viennent pour dire qu'ils vont développer notre pays, non. Ils viennent se faire de l'argent pour rentrer dans leur pays. C'est normal, c'est logique. On ne va pas les en vouloir. Nous aussi, on part à l'extérieur, on se fait de l'argent pour rentrer dans notre pays développé. Maintenant, si le pays en lui-même ne nous encourage pas, n'a pas les bonnes conditions, n'encourage pas les personnes de la diaspora de rentrer dans leur pays. C'est dommage. Véritablement, il faut qu'on trouve un modèle économique qui pourra permettre à ces personnes de la diaspora de rentrer s'installer au Cameroun, de rentrer s'installer dans leur pays et de vivre toujours le même style de vie, d'être au moins au minimum. S'il n'y a pas ça, ça serait difficile.
Ça serait véritablement difficile, mais on dit souvent que on est plus heureux chez soi qu'à l'extérieur, c'est vrai. Mais il faut d'abord que le chez soi là soit bien arrangé, vraiment, soit bien arrangé. Sinon, vous allez voir que les gens vont venir. Il y a eu plusieurs personnes qui sont rentrées au pays, ont essayé, je connais un essayé, un, deux, trois, ça n'a pas donné. Ils étaient obligés de rentrer encore à l'étranger. Véritablement, je souhaite que les gouvernements puissent mettre cette politique vraiment, voilà les députés qu'on va voter, vraiment que ces députés puissent voter des lois qui vont faciliter l'intégration des personnes de la diaspora dans leur pays pour ensemble développer le Cameroun. Parce que pour le cas du Cameroun, le Cameroun ne pourra pas se développer sans sa diaspora. On a des nouvelles technologies, on a des nouvelles approches, on a l'intelligence artificielle, on a beaucoup de choses que nos jeunes Camerounais apprennent de l'autre côté. Et il faut véritablement une plateforme au pays pour leur permettre de s'exprimer. Mais tu pars, tu reviens avec un projet, c'est le même pays qui tue ton projet, c'est le même pays qui t'absorbe, c'est le même pays qui t'empêche d'investir au travers des lois, des impôts à gauche et à droite. Vraiment, vivement que tout cela change. Allez, c'était le débriefing du chapitre 5. Vous savez que dans nos débriefings, ce n'est pas véritablement dans le livre qu'on reste. On essaie d'actualiser pour qu'on puisse, ensemble, on puisse comprendre. Allez, bye bye.